Imaginez-vous, un parc plus grand que Disneyland, des coasters emblématiques, un parc maritime, des dizaines d'attractions qui ont fait sourire et diverti des générations entières. Un parc si mythique qu'il en devient une vraie institution pour les familles qui souhaitent y passer une journée de détente ou riche en frissons. Et pourtant, qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Un terrain vague, vide, sur lequel on pourrait presque encore entendre les cris des visiteurs qui dévalent les pentes des nombreux coasters. Un endroit où l'on pourrait encore presque voir les âmes des visiteurs qui s'amusaient autrefois près de ce lac devenu aujourd'hui si calme. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Geauga Lake. Notre histoire commence en 1817 à Aurora, dans l'Ohio. C'est dans cette petite ville des États-Unis que Sullivan Gills décide de construire une maison le long du lac Geauga. À cette époque, sa maison est modeste. Elle s'apparente d'ailleurs plus à une cabane, et il est loin de se douter que cet endroit deviendra un jour le théâtre d'un des plus grands centres de divertissement au monde. Mais dès 1856, tout bascule. La forte activité économique et industrielle stimule la croissance de la région, et il est décidé qu'une voie de chemin de fer y passera. Sullivan Gills y voit là une occasion en or, puisque cette nouvelle voie de chemin de fer relie Cleveland à Youngstown en passant par Aurora, ce qui en ferait un grand lieu de passage. Voyant ces nombreuses personnes transiter par la gare de Pound Station qui se trouve à 2 pas de son lac, Sullivan entreprend plusieurs aménagements, parmi lesquels on retrouve des aires de pique-nique, une salle de danse et une zone de baignade dans le lac. Ces zones ouvrent leurs portes en 1872 et deviennent alors très vite une destination de loisirs très prisée par les visiteurs. La proximité avec la gare et les alentours charmants de l'endroit lui offre vite le succès. Les gens viennent y pêcher, se baigner, pique-niquer ou encore faire la fête dans la salle de danse, et beaucoup de monde s'y rend lors des chaudes journées d'été. Et c'est là qu'arrive le deuxième personnage important pour notre histoire, Alexander Kent. Alexander Kent est un entrepreneur qui s'est installé sur la rive sud du lac. Et très vite, il comprend que le lieu est populaire. Il veut y faire développer un énorme complexe, et ça ne tarde pas. 15 ans après les installations de Sullivan, le projet d'une station balnéaire est donc lancé par Kent. Il fait construire les mêmes infrastructures que Sullivan, mais il rajoute un camping, une patinoire, des balades en bateau, et il fait même aménager un terrain de baseball. C'est donc en 1887 que les bases du parc Geauga Lake sont posées. Dès 1888, Kent voit plus grand. Il fait construire la Kent House Hotel, un grand hôtel de 75 chambres dans lequel les visiteurs pourront loger. La destination devient alors un incontournable de la région. Les gens n'y viennent désormais plus uniquement pour une journée, mais pour y séjourner. D'ailleurs, la même année, on retrouve 3 matchs de baseball professionnels qui seront joués sur place, ce qui montre quand même l'importance du complexe, qui était vraiment immense à l'époque. L'année 1889 marque un tournant dans l'histoire du lieu, et tout s'enchaîne très vite. En effet, cette année-là, un carrousel à vapeur est installé sur le site touristique. La première véritable attraction du parc est maintenant posée. Geauga Lake n'est plus seulement un centre de loisirs, il devient un véritable parc d'attractions. Et ce simple carrousel va être comme une étincelle pour Kent, qui va continuer pendant des années à développer les différentes attractions et activités de ce parc. Mais c'est en 1925 que le parc subit un tournant majeur dans son histoire. Profitant du plein essor du lieu, son nouveau propriétaire, William Kuhlman, décide d'y faire des investissements massifs, et parmi eux, on retrouve Big Dipper. Alors Big Dipper, pour vous expliquer, c'est un véritable monument dans le monde parc nautique. On parle d'un coaster en bois qui faisait une hauteur de 20 mètres, une longueur de 816 mètres et qui poussait une pointe de vitesse à 52 km/h. Alors oui, 20 mètres de hauteur, ça paraît peu pour aujourd'hui. Mais sachez qu'à l'époque, il s'agissait d'un des plus grands coasters en bois du monde, tout simplement. Et ce qui est fou avec ce coaster, c'est qu'il a été conservé de nombreuses années comme une vraie pièce historique, ce qui nous permettait d'expérimenter ce que pouvait être un ride sur des très anciennes machines comme celle-là. Big Dipper est en effet resté opérationnel jusqu'en 2007, ce qui est complètement fou puisque ça en faisait le plus vieux wooden coaster encore actif dans l'Ohio. Le confort pouvait laisser à désirer puisque c'était une très ancienne machine, et pourtant, le public lui était unanime. Ils adoraient Big Dipper. L'attraction était d'ailleurs si populaire que les fans ont organisé une grande mobilisation afin d'essayer de la racheter avant sa fermeture. Avec ces éléments, vous comprenez donc que le parc tenait une pièce mythique pour l'époque. Il tenait enfin sa perle rare et se préparait à entrer dans une autre dimension. Au cours des quelques années qui suivent, le parc continue de vivre une période florissante et une gigantesque piscine olympique fut construite.
suivi par un théâtre, une piste d'athlétisme, divers flat rides en tout genre, et surtout le carrousel Marcus Illions, qui était sculpté à la main et considéré comme un véritable chef-d'œuvre à l'époque. Et puis, en 1942, premier revers. Une tornade frappe le parc. De nombreux bâtiments sont endommagés, on décompte pas moins de 50 000 $ de dégâts, ce qui pour l'époque représente déjà une belle somme. Mais ça ne démoralise pas pour autant les gérants du parc, qui tournent quand même très bien, et les dégâts sont vite réparés. Sauf qu'à peine 10 ans plus tard, en 1952, une nouvelle catastrophe touche Geauga Lake. Un incendie ravage et détruit complètement de nombreux bâtiments du parc, et cette fois-ci, on parle de 500 000 $ de dégâts, ce qui aujourd'hui équivaut à plus de 6 millions de dollars. La somme à débourser pour couvrir ces dégâts est donc cette fois beaucoup trop importante. La direction du parc prend alors une décision, recentrer son activité de manière à ce qu'elle soit surtout saisonnière. Fini les bowling, billards, salles de danse et théâtres en tout genre. Ces grands bâtiments couverts pour la plupart ravagés dans l'incendie représentent désormais un trop gros risque pour l'avenir du parc, qui souhaite désormais concentrer ses activités sur la plage et ses attractions en plein air. Mais les difficultés financières, elles, étaient bien réelles. Et c'est là qu'un nouvel acteur majeur du parc fait son apparition. En 1969, le groupe Fun Times arrive et rachète le parc. Leur volonté est très claire, ils ne veulent plus que le parc soit un succès régional, ils veulent qu'il soit un succès national. Leur but sera désormais de rendre la destination plus moderne, afin qu'elle rivalise avec les géants de l'industrie du divertissement. Et pour ça, Fun Times est prêt à mettre un beau paquet d'argent dans de nombreux investissements. Ainsi, dès leur année d'arrivée, le groupe frappe un grand coup en installant un monorail, en ouvrant une nouvelle zone de jeu pour enfants, comportant une quinzaine d'attractions et en ajoutant une grande roue. Mais l'arrivée de Fun Times cette année-là n'est pas la seule grande nouveauté pour le lac, puisque le parc SeaWorld Ohio s'installe juste en face de Geauga Lake. Et bien qu'on puisse penser que l'arrivée de SeaWorld Ohio représente de la concurrence directe à Geauga Lake, en fait il n'en est rien, puisque c'est Geauga Lake eux-mêmes qui ont demandé à SeaWorld de s'installer là. Mais quel est le but pour eux de faire ça, me direz-vous ? Eh bien le but en réalité, il est d'entretenir de bonnes relations entre les deux parcs, puisqu'ils ne proposent pas le même type d'offre. Chacun a compris qu'il pouvait tirer parti de son voisin, puisque c'est pour le public la naissance d'une double destination, mêlant à la fois attraction mécanique et spectacle animalier. Un coup de maître donc qui va permettre d'exploiter un potentiel immense de divertissement. Et pas question à ce moment-là pour Fun Times de ralentir la dynamique d'investissement. Dans les 8 années qui suivent, ils ouvrent un flume, une tour panoramique, un nouveau coaster appelé Cyclone, créent une nouvelle mascotte et surtout ouvrent Double Loop, qui est un coaster construit par Arrow Dynamics et qui est une première mondiale puisqu'il est le tout premier coaster de l'histoire à enchaîner 2 loopings consécutifs. Ce coaster permet vraiment au parc de se démarquer encore plus, mais ce n'est pas fini pour autant. Puisqu'à peine un an plus tard, en 1978, le parc ouvre à nouveau une montagne russe, qui cette fois-ci s'appelle Corkscrew, et dont le nom provient de la célèbre inversion. Geauga Lake, grâce à ses nouveautés, s'inscrit désormais comme un véritable parc à sensations. Puis vient les années 80, et le parc entend bien amener son lot de nouveautés pour élargir l'expérience des visiteurs. Et quoi de mieux pour faire ça que de profiter du potentiel du lac ? Une grande expansion aquatique voit alors le jour avec Boardwalk Shores. Au programme, des pédalos, des piscines, des toboggans et un peu plus tard, une piscine à vagues. Le parc se développe tant et si bien que SeaWorld propose de le racheter en 1985, mais malheureusement, les négociations ne donneront rien. Fun Times a véritablement de l'or dans les mains, et ils le savent. Alors ils poussent encore les dépenses en créant une nouvelle zone pour enfants. Puis en 1988, Raging Wolf Bob's, des montagnes russes en bois très nerveuses. Nous arrivons à l'entame des années 90, et une nouvelle zone pour les enfants est construite, avec son lot d'attractions. Puis Texas Twister, le premier top spin d'Amérique du Nord, débarque sur le parc. Tout semble se profiler de la meilleure des manières pour la prospérité et l'avenir du parc. Enfin, c'était sans compter sur Premier Parks. Après des décennies de croissance et d'ajouts cohérents, Fun Times doit faire un constat. Le monde des parcs évolue, et les plus petits groupes, comme eux, se font submerger par les plus gros. Ils sont désormais vulnérables et ne peuvent plus suivre la cadence des géants, qui misent sur d'énormes campagnes de marketing et l'achat de licences phares. Le choix stratégique pour Fun Times est donc de rejoindre un de ces géants, et c'est le groupe Premier Parks qui les rachète en 1995. Premier Parks est à l'époque un groupe très puissant dans le monde des parcs, et décide alors de prendre les choses en main, et d'investir à leur manière dans le parc. 9 millions de dollars sont alors déboursés dans des ajouts majeurs pour le parc, avec notamment Mind Eraser, une saloperie de boomerang Vekoma, mais bon ça on le sait, dans les années 90 c'était la mode.
Un nouveau raft Intamin, une tour de chute Intamin, un agrandissement de la zone aquatique et l'ajout de nouveaux toboggans. Mais également l'ajout de Serial Thriller, une saloperie de SLC Vekoma parce que décidément à l'époque chez Premier Rides, on aimait bien la merde. En bref, les investissements sont beaucoup plus axés sur les sensations que d'habitude, et ça Premier Parks le sait. Ils veulent faire de Geauga Lake une destination qui peut rivaliser avec les grands acteurs du marché comme Cedar Point ou encore Six Flags. Et d'ailleurs, Six Flags, parlons-en. C'est en 1998 que Premier Parks rachète Six Flags. Sauf que voilà, l'image de Six Flags est forte aux États-Unis. D'un point de vue marketing, elle est puissante. Et la changer serait idiot pour Premier Parks. Alors ils décident tout simplement de faire mieux que de changer le nom Six Flags. Ils vont devenir Six Flags. Premier Parks n'existe plus sous ce nom. Ils sont désormais devenus Six Flags et comptent bien exploiter cet atout marketing en imposant ce nom à un maximum de leur parc. En 2000, le changement est donc officiel. Geauga Lake devient Six Flags Ohio. Leur identité change et se conforme à celle des autres parcs du groupe, ils adoptent les différentes licences et on voit apparaître les personnages des Looney Tunes ou encore de l'univers DC Comics. Et cette même année, le groupe veut marquer le coup. Alors il frappe un grand coup et passe à la vitesse supérieure en faisant l'acquisition de pas moins de 20, oui vous avez bien entendu, 20 nouvelles attractions, dont 4 nouveaux coasters. C'est absolument énorme. Et parmi ceux-ci, on retrouve notamment Batman Night Flight, qui était un floorless B&M de 44 mètres de haut et qui était vraiment considéré comme un coaster haut de gamme pour l'époque et qui est rapidement devenu une des stars du parc. On retrouvait aussi Superman Ultimate Escape, qui était un impulse coaster Intamin, un des premiers modèles du genre aux États-Unis, et qui avait pour lui d'être riche en sensations, mais malheureusement peu accessible aux familles. Et c'est là tout le problème. Ce parc avec une ADN si familiale laisse trop souvent pour compte les familles dans ses derniers investissements. Mais ça, on y reviendra plus tard. D'abord, reconcentrons-nous sur autre chose. Vous vous souvenez de SeaWorld Ohio qui se trouvait si proche de Geauga Lake ? Eh bien Six Flags a un projet pour eux, puisque le groupe décide de racheter SeaWorld Ohio afin de le fusionner avec son parc et d'en faire une destination unique alliant sensation et le côté maritime. Ce nouveau projet s'appellera Six Flags World of Adventure. Mais pourtant, Six Flags tenait tant à faire passer Geauga Lake d'une destination familiale à une destination riche en sensations fortes. Et maintenant, les voilà qui abandonnent déjà cette nouvelle et toute fraîche identité pour en faire à moitié un parc maritime ? Et puis ces 3 changements de nom en 3 ans. Vous êtes perdus ? C'est normal. Et les visiteurs le sont aussi. Le parc est tellement pressé qu'il en oublie même la cohérence de sa propre identité. Et un parc sans identité, c'est un parc condamné à mourir. Les premières difficultés se font très vite ressentir après le rachat et la fusion avec SeaWorld Ohio. Car si le projet semblait très ambitieux, il s'est avéré qu'il était trop ambitieux. Les gestionnaires ont en effet rapidement du mal à gérer divers problèmes. Les familles doivent marcher beaucoup pour aller d'un bout à l'autre du complexe, ce qui peut les fatiguer. La cohérence globale est confuse puisqu'il est difficile de combiner parc marin, parc aquatique et parc à sensations dans une même visite agréable. Et enfin, le prix d'entrée augmente, ce qui freine certains visiteurs habitués. En bref, quand on cherche à vouloir plaire à tous, on finit par ne plus plaire à personne. Mais ça n'empêche pas pour autant le parc de s'acheter une nouvelle machine puisque les investisseurs ont l'air de dire « on emmerde la cohérence ». Et l'acquisition est donc faite cette même année de X-Fly, un tout nouveau flying coaster de chez Vekoma, un modèle Flying Dutchman. Et vu que ce modèle était très récent, on a bien sûr eu droit aux classiques problèmes de fiabilité et pannes techniques qui l'accompagnent. En 2002 et 2003, Six Flags World of Adventure décide de ralentir la cadence pour régler ses soucis et se stabiliser. Une idée pas si mauvaise me direz-vous, mais il est déjà trop tard. Les différentes raisons expliquées plus tôt font que la fréquentation des visiteurs n'augmente pas. Pire, elle est en baisse. Et la tonne de nouveautés à côté de ça génère un coût d'exploitation absolument énorme et démesuré. Au-delà de ça, c'est le groupe lui-même qui subit des difficultés financières. L'achat et l'investissement massif dans des dizaines de parcs lors des années 90 ont complètement endetté le groupe qui veut désormais se séparer des différents parcs. Trop grand, trop complexe à gérer, pas assez rentable, World of Adventure devient alors très vite aux yeux de la direction un parc encombrant dont il va falloir se débarrasser. La décision est prise, il va falloir vendre, et c'est là que le dernier espoir survient. C'est en 2004 que Cedar Fair, un immense groupe des États-Unis qui gère notamment Cedar Point, décide de racheter le lieu. Bye bye le nom Six Flags, un retour aux sources est nécessaire et le parc s'appellera à présent, et à nouveau, Geauga Lake,
L'espoir renaît alors avec ce rachat. Cedar Fair décide de fermer la partie SeaWorld et de se concentrer uniquement sur la partie attractions et parcs aquatiques. Il réorganise les zones, ferme certaines attractions trop coûteuses à entretenir, retire toutes les licences et renomme plusieurs coasters. L'objectif est de faire une croix sur l'époque Six Flags. Sauf que voilà, le public est perturbé par ces changements si brutaux. De plus, la disparition du parc marin est un choc pour les familles, et le parc ne retrouve pas pour autant son identité forte d'antan. Les nouveaux propriétaires tentent bien de relancer l'endroit, en développant notamment encore plus le parc aquatique, mais rien n'y fait. Geauga Lake n'arrive pas à retrouver sa dynamique. Les efforts peinent à être récompensés, et le parc est lentement laissé à l'abandon. L'été 2007 marque la fin de l'aventure. La fréquentation est catastrophique, certaines zones sont fermées en pleine journée, une atmosphère de vide règne sur le lieu, et le personnel et l'entretien se font rares. Quelques mois plus tard, la bombe tombe. Geauga Lake ne réouvrira pas pour la saison 2008. Aucune cérémonie de fermeture, aucun adieu officiel du public, des employés qui apprennent la nouvelle à travers les médias. C'est la fin de 120 ans d'histoire. Geauga Lake, l'un des plus anciens parcs du monde, meurt en silence, sans fanfare et sans personne pour lui rendre un dernier hommage. Malgré l'abandon du parc, Cedar Fair continue d'exploiter quelques saisons le parc aquatique, qui lui coûte moins cher à entretenir. Mais la fréquentation reste décevante malgré les tentatives de relance. Et WhiteWater Kingdom ferme alors aussi ses portes dès 2016. Il ne reste désormais plus de parties exploitées sur le site de Geauga Lake. Il est totalement mort. L'ancien parc tombe en ruine, certains coasters sont revendus, d'autres démolis sans annonce, et certains, comme Big Dipper ou Double Loop, rouillent lentement. Entre 2010 et 2016, l'ancien parc devient un lieu mythique d'Urbex. Vous pouvez rechercher sur YouTube, on retrouve assez facilement des vidéos d'exploration du lieu. C'est impressionnant. Les allées du parc sont désormais vides. La végétation reprend ses droits, les bâtiments à l'abandon se délabrent et les souvenirs des visiteurs disparaissent peu à peu de ce lieu autrefois tant chargé en vie. Entre 2017 et 2020, ce qu'il restait des vestiges de Geauga Lake est démoli et rasé. Aujourd'hui, des résidences et des zones commerciales sont construites sur ce qui n'est plus que le fantôme du parc. Mais alors, que peut-on retirer de tout ça ? Eh bien, ce qu'on peut retirer de tout ça, c'est que Geauga Lake n'est pas seulement un parc disparu. C'est un symbole. Un symbole de l'évolution d'une industrie en perpétuelle recherche de croissance. Parfois au détriment de ce qui faisait la force d'un lieu. Son identité, ses racines, ses visiteurs fidèles. De ses débuts modestes, avec une simple zone de baignade, jusqu'à son apogée en tant que plus grand centre de loisirs au monde, Geauga Lake a connu toutes les phases. L'essor, l'innovation, la démesure, la saturation et finalement l'oubli. Aujourd'hui, même si les cris des visiteurs ont disparu, même si les rails ont été arrachés et les attractions dispersées, la mémoire de Geauga Lake continue de vivre. Dans les parcs qui abritent encore ses coasters, dans les objets récupérés par des passionnés, dans les photos fanées, les forums, les vidéos YouTube, et dans le cœur de ceux qui un jour ont franchi ces grilles pour vivre un moment suspendu entre ciel et lac. Car derrière chaque grand parc disparu, il y a une communauté qui ne l'oublie pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un format très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je trouvais le sujet hyper passionnant. Ce genre de contenu est quand même un peu plus difficile à faire que ce que j'ai l'habitude de faire moi sur ma chaîne. Donc plus que jamais, si vous l'avez aimé, je vous invite à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner surtout, ça me fera hyper plaisir, ça me soutiendra beaucoup. Et ça me montrera aussi l'intérêt que vous avez dans ce genre d'histoire, dans ce genre de format. Donc voilà, c'est super important pour moi. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, que ça soit sur la vidéo en elle-même ou sur des projets futurs que vous aimeriez voir. Vous pourrez retrouver toutes les sources utilisées dans la description de la vidéo. Moi sur ce, je vous laisse, j'espère que vous aurez beaucoup apprécié. Bisous!